Merci beaucoup, Monsieur Ben. Je pense qu'avant de commencer à répondre à ta question, à votre question, vous allez me permettre d'abord de dire merci à tous les participants qui sont venus à Kigali pour cette conférence. Nous, on est contents de vous avoir ici à Kigali et surtout d'avoir choisi la capitale de Kigali pour cette conférence. Il y a, je pense... Merci. Je pense qu'il y a à peu près 4 ans qu'on avait eu l'autre édition à Kigali, donc c'était en 2000, à peu près 5 ans, hein, c'était en 2019. Donc nous, on est très contents de vous avoir ici. Et je voudrais aussi féliciter le groupe Jeune Afrique et l'AFC pour avoir organisé cette conférence. Et depuis le début, depuis ce matin, on se rend compte que ça a été un succès et on espère que ça va rester un succès jusqu'à la fin. Merci. Merci. Par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est... Comment le Rwanda est parvenu à favoriser l'environnement des affaires? Je pense que c'est une question de conviction. Notre leadership, depuis le début, était convaincu que le moteur de notre développement va être le secteur privé. Et donc, on était convaincus. Et finalement, la question, c'était de comment y arriver. Comment faire à ce que ce secteur privé devienne le moteur de notre économie. Et donc, avec ça, ce qu'on a fait, c'était une question de créer la confiance entre nous, le secteur public, et le secteur privé. Et ce climat de confiance a été créé par le dialogue. Donc, on a eu toujours un dialogue régulier avec notre secteur privé. Mais quand je parle de notre, ce n'est pas le secteur privé rwandais, mais c'est plutôt même les entreprises internationales qui venaient au Rwanda. Et le dialogue par rapport à notre secteur privé rwandais, c'est vraiment régulier. On est toujours en contact, on discute des questions de développement et de comment on veut organiser notre économie. Mais pour les investisseurs étrangers, nous avons créé ce qu'on appelle le Rwanda Development Board, RDB. C'est une agence qui est en charge de parler aux investisseurs potentiels pour le Rwanda, de les intéresser, de leur expliquer comment ça se passe au Rwanda. Et donc, c'est une fenêtre par laquelle, en fait, les investisseurs passent pour accéder à toutes les informations concernant l'économie rwandaise. Et donc, ce dialogue est permanent. Mais quand je parle aussi de la confiance, dépend aussi d'autres facteurs, y compris, par exemple, la stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique est très importante pour les investisseurs ou tout acteur économique. Il y a aussi... la lutte contre la corruption. On n'a pas envie d'investir dans un pays où la corruption est visible, on va dire. Et donc, ça, c'est aussi notre indicateur qui permet à ce que les investisseurs aient confiance dans un système public, mais aussi l'efficacité du secteur public en général, que ce soit dans le cadre légal ou le cadre, par exemple, des marchés publics. Et donc, avec ça, on a fait des réformes, parce que vous avez parlé des réformes, je vais mentionner quelques-unes. On a fait des réformes d'abord du point de vue juridique. On a revu beaucoup de textes légaux, y compris même le code des investissements. Et on voulait que ce code soit vraiment favorable aux investisseurs rwandais et étrangers. Mais tout ceci a été fait en collaboration avec ces investisseurs qui nous donnaient des idées en nous disant « Nous voulons que ça se passe comme ça si vous voulez que nous puissions investir au Rwanda avec succès. » Mais et quand je parle des réformes, je dois vous dire que souvent, quand on dit les réformes, on pense que ce sont des choses qui sont écrites sur papier et souvent, ça peut rester dans les tiroirs. Et pour nous, ça n'a pas resté dans les tiroirs parce qu'on a fait des réformes, comme j'ai parlé des textes légaux, même les codes d'investissement, etc. Mais on a fait aussi à ce que ça soit exécuté sur le terrain. Je vais vous parler de quelques cas pratiques, par exemple. On ne peut pas attirer un investisseur si on n'a pas d'infrastructure. Le Rwanda a investi suffisamment dans le domaine d'infrastructure, et que ce soit l'infrastructure de transport, c'est-à-dire les routes. Maintenant, le réseau routier rwandais est très confortable, c'est un bon réseau routier. La capitale de Kigali est suffisamment connectée à toutes les provinces du pays, mais aussi à toutes les localités du pays. Il n'y a pas un seul endroit du Rwanda où tu ne peux pas aller en voiture et y arriver de façon bien planifiée, quoi. Donc, le réseau routier a été suffisamment développé.
Deuxième exemple que je vais donner, parce que je ne peux pas tout citer, c'est la connexion Internet. Maintenant, on est dans un monde où on doit communiquer, on ne peut pas promouvoir l'activité économique si la communication ne passe pas. Et tout ce que nous avons fait comme gouvernement, c'est être sûr que la couverture Internet sur tout le territoire rwandais soit là. Et donc, tout le Rwanda est connecté. Partout là où vous êtes au Rwanda, vous pouvez utiliser votre Internet, vous pouvez facilement communiquer. L'autre infrastructure dont je vais parler, c'est l'électricité. Souvent, on parle dans les discours de manufacturing, on parle de l'industrie manufacturière, mais on ne peut pas voir ça si on n'a pas suffisamment d'électricité. Nous avons, comme gouvernement, investi suffisamment aussi dans la production d'électricité et dans sa distribution. Et donc, nous, souvent, quand on parle d'électricité, on parle de la connexion des ménages. Mais quand je parle de ménages, c'est-à-dire que les ménages sont éparpillés dans le pays. C'est-à-dire que tous les villages du Rwanda ont de l'électricité. Donc, partout où l'investisseur veut aller et implanter son entreprise, il va trouver de l'électricité. Et du point de vue ménage, on a connecté déjà 74% de nos ménages sont connectés à l'électricité. Donc, ça, ce sont des exemples que je peux vous donner par rapport à la façon dont nous avons facilité le business. Mais le dernier que je vais mentionner, c'est la mise en place de ce que nous avons appelé les zones économiques spéciales. Là où on a aménagé certaines zones, on y a mis ce qu'on appelle l'infrastructure de base, l'électricité, l'eau, les routes, etc. Et donc, si vous avez envie de commencer une entreprise, par exemple manufacturier, vous vous y installez sans problème. Vous y retrouvez l'électricité, l'eau, la route, l'Internet, etc. Donc ces zones industrielles sont aussi éparpillées dans tout le pays. À peu près chaque district, chaque entité décentralisée a sa propre zone industrielle. Donc je peux me résumer là-bas parce qu'on nous a dit que le temps est limité, mais sinon on peut développer le sujet. Je surveille, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l'économie ivoirienne dans la mesure où, dans le cadre de ce que nous appelons le plan national de développement 2021-2025, nous avons réussi à faire mobiliser près de 54% des investissements que nous attendions du secteur privé. Pour ce qui concerne la perspective de 2030, le rôle du secteur privé sera renforcé dans la mesure où, d'ici 2030, nous comptons mettre sur le marché au moins 8 millions d'emplois et donner la capacité au secteur privé d'instaurer son dynamisme et de conduire à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Mais du point de vue de ce qui est mis en place comme dispositif pour aider le secteur privé, nous avons du point de vue des infrastructures, nous avons 3 grands niveaux d'infrastructures. Le premier niveau, c'est ce que nous appelons la zone industrielle de Yopougon, qui est située au PK24 d'Abidjan, pour aller à Yamoussoukro. Nous avons une zone industrielle à San Pedro et une zone industrielle du type particulier qui est à Bassam, le VITIP, où il y a des spécificités qui sont retenues pour permettre au secteur industriel de s'implanter et de travailler dans les meilleures conditions. Mais la philosophie générale de la Côte d'Ivoire réside dans ce que trop d'impôts tue l'impôt. Par conséquent, ce que nous visons, c'est le mieux d'impôts. Pour réussir à faire cela, il a été configuré une analyse profonde du mécanisme d'imposition en Côte d'Ivoire pour mettre en évidence les points de faiblesse et les points de force. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de mécanismes devaient être renforcés, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette d'impôt. Pour éviter d'augmenter l'impôt, il faut élargir l'assiette. Et ce travail a commencé à porter les premiers indices qui nous permettent de configurer notablement une superficie plus large d'impôts. Ensuite, en ce qui concerne les impôts fonciers, nous avons aussi mis en évidence que l'efficacité de l'impôt foncier devait être renforcée, notamment en mettant en place un système de collecte d'impôts de type numérique
pour changer la méthodologie en ce qui concerne la couleur d'impôt et mettre en évidence les zones de faiblesse aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc, de façon générale, la Côte d'Ivoire vise à faire participer le secteur privé à son développement en faisant en sorte que le secteur privé paye l'impôt juste et pas l'impôt excessif. Mais on s'est aperçu aussi que quand on fait la nomenclature de notre impôt, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est par exemple la TVA dans le taux d'imposition, parce que nous sommes en négociation avec le FMI constamment. Le taux d'imposition n'a pas l'effet qu'on attendait, par exemple, de la TVA. Si on tient compte de la TVA dans le taux d'imposition, la Côte d'Ivoire passerait de 13,9% à près de 14, 15, 16. Voyez-vous ? Par conséquent, il suffit de prendre un dispositif mécanique dans lequel la TVA est prise en compte et les taux d'imposition vont changer. Autrement dit, l'agression vers les entreprises sera moindre. Et ce que nous voulons, c'est d'offrir aux entreprises les meilleures conditions de travail et d'activité, notamment en utilisant une force en matière d'électricité qui est la seule de la Côte d'Ivoire. On a près de 3 gigawatts en matière d'électricité. En matière d'eau, nous avons une bonne distribution de l'eau pour les entreprises. Et en matière de communication routière, nous avons l'un des meilleurs réseaux routiers en Afrique, avec près de 9000 km de routes revêtues et plus de 50 000 km de routes praticables en toute saison. En matière de numérique, nous avons un taux de couverture qui est très avancé. On a près de 174% du taux de couverture en numérique. Par conséquent, les entreprises sont dans les meilleures conditions d'activité. Donc, la Côte d'Ivoire se donne les moyens pour permettre aux entreprises d'être efficaces, de faire une collecte d'impôts avec la philosophie de mieux d'impôts et de faire en sorte que les entreprises travaillent dans les meilleures conditions possibles. Merci. D'abord, permettez-moi de revenir sur les chiffres. C'était prévu 5,8, mais comme vous le savez, nous avons vu notre dépôt de carburant partir en fumée. Donc, il faut revoir ce chiffre un peu à la baisse, de l'ordre de 4,2%. Mais néanmoins, ces chiffres de taux de croissance par rapport au potentiel de la République de Guinée, ce sont des chiffres qui sont en deçà de nos ambitions les plus légitimes, du fait de notre capacité à produire davantage avec le potentiel hydroélectrique, le potentiel agricole, le potentiel minier. Mais ceci dit, vous avez indiqué que nous avons des marges avec un taux d'endettement de l'ordre de actuellement 40% du PIB, non pas 30%, mais par rapport à notre voisin et cher frère, nous nous situons dans une position relativement moins, en termes d'endettement, moins important. Cela veut dire qu'il y a une marge. Mais au-delà de ça, ce qui est fondamental, nous sommes dans une phase où nous devons mettre en place ce qu'on peut appeler le state building. La Guinée vient de loin. C'est l'une des raisons qui fait qu'elle a connu beaucoup de déboires, des espoirs ratés, mais nous estimons qu'avec cette transition actuelle, conduite par le général Doumbouya, nous sommes dans une phase où nous voulons mettre les fondamentaux en place. Sur le plan des infrastructures, plus de 1000 km de routes sont déjà terminés. Nous continuons dans cette lancée pour permettre au général Doumbouya d'être le président des 2000 km de routes bitumées. Et nous espérons que nous allons atteindre ce chiffre. En ce qui concerne les aspects qui relèvent de la macroéconomie, nous nous mettons dans une phase où nous faisons les réformes pour nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne nous disons pas que les réformes nous sont imposées
par les partenaires multilatéraux comme le FMI et la Banque mondiale, mais nous estimons que nous devons faire des réformes et ces réformes doivent nous permettre d'assainir nos finances publiques, de mieux les gérer, d'accroître la capacité de collecte des ressources intérieures pour donner à l'État les capacités de son développement et également de rationaliser les dépenses parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de restreindre la voilure de l'État en diminuant les établissements publics, les EPA, et nous sommes dans une phase réelle de véritable assainissement. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, le Fonds monétaire a signé l'accord qui nous lie pour nous permettre de traverser cette mauvaise passe avec le soutien de ce partenaire FMI et Banque mondiale. Donc, la Guinée, dans la phase actuelle, est dans une position de relance de son économie en mettant en place des fondamentaux. En plus de cela, nous avons eu de sérieux problèmes du côté du secteur de l'électricité. Donc là aussi, nous sommes en train de remettre de l'ordre dans ce secteur qui est relativement sinistré. Et nous nous engageons d'ici la saison prochaine, c'est-à-dire d'ici 10 mois, à avoir, en plus de ce qui existe déjà, près de au moins 500 MW en termes de production en énergie solaire. Au-delà de ça, toujours dans la dynamique de ce que nous sommes en train de faire, il y a le Simandou, qui est un aspect extrêmement important de notre politique actuelle. Le Simandou, avec près de 20 milliards de dollars US d'investissement, est le plus important projet minier dans le monde, c'est-à-dire l'extraction du minerai du fer du mont Simandou, du côté de Beila, la construction du Trans-Guinéen, qui va fondamentalement changer le paysage économique, le paysage social de la République de Guinée, et en plus la construction d'un port aux abords de Forécaria. Ceci permettra, dans la phase actuelle, de mettre la direction dans l'impulsion d'une économie qui a été pendant très longtemps laissée en jachère. Au-delà de ça, c'est de rompre avec l'économie de rente. Le secteur étatique a été pendant très longtemps ultra dominant. Nous sommes en train de travailler à ce que le secteur privé reprenne sa place. Et c'est pour cela, ceci aujourd'hui est une opportunité de lancer un appel à tous les investisseurs, qu'ils soient guinéens ou étrangers, de se rendre compte que la Guinée, dans les années à venir, est un pays attractif, où le secteur privé pourra se développer et où il y a un potentiel extrêmement important qui est à la disposition de ceux et de celles qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir, qu'ils peuvent produire de la valeur et qui peuvent contribuer à stabiliser l'économie guinéenne et à lui permettre de répondre aux aspirations de ses populations. Et merci Marwan et à l'Africa CEO Forum de nous donner cette plateforme de qualité pour qu'on puisse échanger et aussi moi présenter un peu plus mon pays. Alors c'est vrai, c'est la 4e fois que je suis Premier ministre. Alors on dit que je redouble. Bon. Mais il faut comprendre que mon pays est une vraie démocratie qui fonctionne. D'où l'alternance tranquille. Mais c'est vrai que aussi nous avons besoin d'avoir une vision du développement qui soit partagée, afin que lorsqu'il y a des alternances au niveau des fondamentaux, notamment ce qui concerne la nécessité de réformes, on puisse continuer à faire les réformes. Parce que ce n'est pas en une législature de 4 ans que vous arrivez à répondre à tous les défis que nous avons. Par conséquent, je voudrais dire que la première difficulté, elle est là. Il faut que nous puissions avoir un consensus sur la nécessité de réformes, quels que soient les gouvernements, afin que sur la durée,
on arrive à avoir des résultats. Alors oui, moi je suis un gouvernement pro-réforme. Et si vous remontez dans les archives du Doing Business, il y a eu des années quand par hasard, c'était moi aux affaires, où on n'était pas très loin du Rwanda, au niveau de l'Afrique centrale. Que ça soit Doing Business, que ça soit au niveau de la gouvernance, sous plusieurs formes. Et ce que le Rwanda préconise et met en place n'est pas très différent de ce que nous préconisons. Il faut, c'est avoir de la constance dans les réformes, le courage politique, et il faut s'inscrire dans la durée. Alors nous, étant revenus aux affaires, il y a plusieurs défis, mais je voudrais dire aussi une chose ici. Les gouvernements ne sont pas en concurrence avec le secteur privé et il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts entre le secteur privé et le gouvernement. Il faut qu'il y ait un véritable partenariat qui soit basé sur la confiance et sur l'écoute. Et c'est ce que nous faisons. Alors, pour qu'il y ait un petit peu plus de confiance, nous sommes lancés surtout dans la réforme de la justice. Je crois que la sécurité de la relation contractuelle est fondamentale et la lutte contre la corruption. Donc, aux hommes d'affaires, les affaires, et au gouvernement, la régulation. Et il faut que ça soit suffisamment lisible pour les hommes d'affaires pour qu'ils puissent s'engager. Donc nous sommes actuellement dans une profonde réforme de la justice, du système de justice, afin qu'effectivement elle soit impartiale, qu'elle soit rapide dans ses décisions. Et aussi nous ouvrons le système judiciaire à la coopération internationale, afin que les investisseurs, que ce soit à travers l'arbitrage ou alors même le choix d'autres juridictions, afin que leur contrat soit le plus sécurisé possible. Ensuite, par option, tout ce qui est l'infrastructure, vous me disiez qu'il y a des déficiences, c'est vrai, mais ce sont des problèmes que nous réglons assez rapidement. Au niveau de l'électricité, la pénétration de l'électricité, nous avons presque 92% des foyers qui ont accès à l'électricité. Le problème était de la production et de la réforme de la société de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons commencé cette réforme, plus de 60% de la production, elle est privée. Et nous allons continuer, notamment avec la transition énergétique, parce que jusqu'à présent, la majorité de la production était basée sur le thermique. La deuxième chose que nous faisons, c'est que au niveau des infrastructures aéroportuaires, elles sont maintenant entre les mains du secteur privé aussi. Et nous allons poursuivre au niveau aussi des infrastructures portuaires. C'est le cas des télécoms, c'est le cas des banques. Donc, nous ouvrons effectivement tout au secteur privé. En ce qui concerne la politique fiscale, bien sûr, nous avons élargi l'assiette fiscale avec la TVA. Mais comme disait le Premier ministre de Côte d'Ivoire, trop d'impôts tue l'impôt. Et nous avons une politique d'attraction au niveau fiscal. Alors, après, il faut aller vite. On est dans une situation d'urgence en Afrique et il nous faut des accélérateurs. Et les zones spéciales de développement, les clusters, tout ça nous permet effectivement d'accélérer la réforme et de créer, on est une île, mais on crée plusieurs petites îles aussi, qui sont des îlots, je dirais, où la qualité des infrastructures, la créativité au niveau juridique fait en sorte que nous pourrons accélérer certaines de nos options qui sont le tourisme, FinTech et la biotechnologie. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une... Très honnêtement, et à nous de définir aussi nos standards. C'est la même chose que le compliance. À nous de définir nos standards. Et il n'y a pas de problème à ce que nous soyons évalués par ceux qui doivent courir les risques.
Donc nous n'avons aucun problème là-dessus. Nous devons renforcer aussi la capacité de mobilisation de ressources de nos propres institutions financières africaines. Donc nous sommes très, très, très tranquilles sur ce sujet-là. Monsieur le Premier ministre Rondé. Je sens que personne ne va avoir de problème avec les agences de notation. Non, je pense que mon point de vue là-dessus, c'est que je ne devais pas peut-être m'étendre à discuter des agences de notation. Mais par contre, si quelqu'un parle de toi, il faut aussi... qu'est-ce que tu penses de toi aussi? C'est-à-dire que nous, les Africains, qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? C'est-à-dire que s'il y a des choses à corriger, on peut les corriger. On nous accuse toujours d'être un continent sans données fiables, par exemple. Nous devons, par exemple, parce que tout ce qui est dans ce calcul-là est basé sur les statistiques. Il faut que nous ayons des statistiques fiables que nous pouvons défendre. Et dans ce cas-là, quand vous avez des chiffres bien précis, bien collectés, bien analysés, si quelqu'un fait une analyse que vous trouvez biaisée, il y a moyen de contredire cette analyse-là. Mais ceci étant dit, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de perception. Je sais qu'il y a quand même de temps en temps une très mauvaise perception vis-à-vis du continent africain, mais je ne veux pas dire que c'est la perception qui fait que nous soyons mal cotés. Je pense que chacun a un rôle à jouer, que ce soit les agences de notation qui nous cotent, mais aussi nous, en tant que continent africain, qu'est-ce que nous faisons pour avoir des données fiables sur lesquelles on peut se baser pour analyser notre situation économique. Donc je pense que c'est plus la perception, ça peut être la perception que les gens ont du continent africain, mais aussi un grand travail qui doit se faire du point de vue collection des données économiques, leur analyse et l'interprétation. Merci. Merci. Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'agent Moody... Mais vous avez une bonne note. Oui, ça vous gêne moins? Ça nous conforte à l'idée que nous nous sommes imposés des contraintes et le président de la République est très exigeant. Nous sommes imposés des contraintes pour que nous ayons une amélioration dans la gouvernance, la lutte contre la corruption, l'inclusion sociale, le climat des affaires, le respect de la démocratie et la configuration d'une paix sociale qui donne à chacun l'opportunité de s'exprimer et d'être en capacité de progresser au plan social. Donc les notations en elles-mêmes ne sont pas de très mauvaises choses. La notation est un passage obligé par lequel les pays africains devaient améliorer l'aspect général de leur gouvernance. Mais le problème, c'est ce qu'on fait de la notation. Si la notation est bien utilisée pour aider les pays africains, alors la notation est une très bonne chose. Mais si par contre, la notation est utilisée pour affaiblir les économies africaines en donnant des taux d'imposition assez élevés, des taux d'intérêt assez élevés, alors on sera en difficulté. Mais du point de vue des taux d'intérêt, il y a une nécessité que nous devons mettre en évidence. Les secteurs d'activité n'ont pas les mêmes contraintes. Le secteur primaire, l'agriculture par exemple, le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, le commerce, les services, n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, quand on doit aider les pays africains, il faut faire un schéma dans lequel les différents secteurs ont des coefficients d'intérêt différents. Il est très difficile en Afrique, quand on gère les conflits d'urgence, parce qu'il y a des urgences partout, que ce soit des urgences de sécurité, des urgences du type social, des urgences scolaires, des urgences en ce qui concerne la santé des individus. Quand on gère les urgences, on n'a pas le temps de négocier sur le plan international les meilleures conditions de financement. C'est pourquoi les bailleurs de fonds traditionnels devraient affecter aux pays africains des taux d'intérêt du type concessionnel pour les infrastructures. Je prends un exemple. L'assainissement, par exemple, dans une ville, ne rapporte pas d'argent immédiatement. L'eau dans une ville, pour trouver l'équilibre de l'eau, c'est très difficile. Les routes,
Pour qu'une route, le taux de rentabilité soit accepté par les bailleurs de fonds, il faut arriver à 12%. Par conséquent, on se rend compte que les infrastructures ont des contraintes majeures sur les économies africaines et il faut dès lors affecter des taux d'intérêt du type concessionnel et des maturités de crédit assez longues pour qu'on ait le temps de se ressaisir pour impacter l'économie. Qui dit de façon générale que la route précède le développement, dit en même temps qu'il faut financer la route à des meilleurs taux de concessionnalité, de sorte à ce que nous soyons en capacité de produire ce que nous avons à produire pour renforcer le dispositif de nos économies. Donc, les taux d'intérêt sont difficiles, mais en matière d'infrastructure, il faut privilégier les taux du type concessionnel et les maturités longues. Voilà un peu ce que je peux dire. Une mauvaise note pourra toujours se dire, tiens, cette note est subjective et ne reflète pas la valeur intrinsèque de l'élève. Mais quoi qu'il en soit, une notation reste une notation. On peut en faire un outil de progrès en s'interrogeant sur les aspects qui nécessitent d'être changés, d'être améliorés. Et de ce point de vue, toute notation est de ce point de vue bonne. L'essentiel, c'est comment nous prenons cette notation. Est-ce que c'est un élément qui nous amène à nous remettre en cause, à changer de façon de faire, à se fixer des objectifs? Si tel est le cas, c'est une dynamique vertueuse qui pourra donner des résultats. Et je pense qu'il faut avoir cela comme premier élément. La deuxième chose, il faut reconnaître également que lorsque dans le monde d'aujourd'hui, c'est à travers des métadonnées qu'on essaye d'aider la décision. Par exemple, je donne un exemple, une grande banque qui était installée depuis des décennies et des décennies en Afrique a décidé de quitter le continent pour d'autres horizons. Or, l'analyse, les perspectives, les projections du futur indiquent que l'Afrique sera un des continents qu'il faudra prendre en compte dans l'économie de demain. C'est pour dire qu'avec ces types de notation, il faut faire très attention parce qu'on projette notre propre façon de concevoir les choses. Et j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on est en face d'un cercle, on voit que c'est un cercle. Lorsqu'on est un peu de biais, à 30 degrés, on ne voit plus un cercle, on voit une ellipse. Et si on est carrément à 90 degrés, le cercle qui est vu comme un cercle pour celui qui est juste en face est vu par celui qui est à 90 degrés comme un segment de droite. Donc c'est pour dire que tout est relatif de ce côté-là. Ça dépend de ce qu'on peut se fixer comme objectif dans le cadre de ces notations. Mais néanmoins, dans le contexte actuel, en tant qu'Africains, nous devons nous dire qu'il y a des données fondamentales qu'il faudrait que nous les prenions en compte, une meilleure gestion de nos finances publiques, accroître les capacités de collecte des ressources intérieures, savoir qu'il ne faut pas dépenser ce qu'on n'a pas, réduire l'endettement et puis essayer, dans une large mesure, d'être en avance, d'anticiper en mettant en exergue ce que d'autres ont déjà fait. Un pays comme la Chine, qui il y a 40 ans était sous-développé dans maintes domaines, est aujourd'hui une puissance économique de taille mondiale. Il n'est pas interdit au continent africain, en prenant les choses avec vigueur, détermination et en se remettant fondamentalement en cause pour se fixer des objectifs très précis et mutualiser les efforts, mutualiser tout ce qui peut contribuer à créer un marché solide, des entrepreneurs efficaces qui mettent en avant des intérêts de leurs entreprises, bien entendu, mais des intérêts de leur pays, diminuer cette économie de rente qui nous étouffe, qui nous tue, créer de la valeur. Et je pense que dans cette logique, dans quelques années, les agences de notation vont changer de note pour la plupart des pays africains.
Merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, qui met du temps à se mettre en place, mais qui progresse intra-africain, de stimuler la production sur chacun de vos pays. Sao Tomé, par exemple, ces échanges commerciaux concernent en grande partie les pays lusophones, comme le Brésil, le Portugal. La Guinée a des voisins, a 5 voisins, dont 2 qui sont plus induits à mettre en place, encore une fois, notamment, en particulier. Vous parlez des marchés avec lesquels on échange, en ce qui concerne surtout l'importation, concernant en plus les taux d'inflation qui chez nous sont tirés vers le haut à cause des problèmes logistiques, que le marché d'importation de préférence sont le marché africain de la sous-région. Nous avons la particularité que nous ne sommes pas dans la zone CFA et actuellement, connaissant quelques difficultés au niveau des devises, je suis à 30 minutes de Libreville, mais il me faut de l'euro ou du dollar pour commercer avec le Gabon. Mais je pense qu'on a pris de plus en plus conscience de la nécessité d'avancer avec le marché africain, avec l'intégration. Et aujourd'hui, nous essayons d'attirer de plus en plus les opérateurs économiques africains à venir investir et commercer avec nous. Par conséquent, je dirais que c'est la tendance. À mon avis, c'est la tendance. C'est vrai que ça prend du temps. Vous savez, je crois que ça a été dit ce matin. Le problème est peut-être du côté des politiques et de la volonté politique. Parce que les hommes d'affaires ne cessent de réclamer en fait cela. Nous-mêmes, en tant que membres de la CEAC, nous nous sommes posé la question s'il ne fallait pas rejoindre la CEDEAO, parce que nous avons vraiment un besoin d'intégration et nous savons que la solution de nos économies passe par une plus grande intégration. Alors il faut quand même que les lignes bougent au niveau des États, particulièrement de ceux qui sont basés sur les économies de rente, afin que effectivement nous puissions développer les échanges. Merci beaucoup, Monsieur Nguirene. Plus une question à discuter. Il y a peut-être quelques années, on pouvait s'asseoir et discuter de cette importance-là, mais maintenant, il n'y a plus de doute. Mais la question, ce n'est pas tellement l'importance, c'est l'impact que ça a dans vos décisions. Voilà. Maintenant, la discussion, c'est comment réaliser cette zone de libre-échange, comment la mettre en pratique. Sinon, l'impact sur l'économie, tout le monde le sait que ça va être positif pour presque tous les pays. Mais si je parle du cas de mon propre pays, le Rwanda était toujours défenseur de l'intégration économique, que ce soit l'intégration économique au niveau sous-régional comme la zone de l'Afrique de l'Est, mais aussi l'intégration continentale. Et le Rwanda était aussi parmi les premiers signataires de l'accord de cette zone de libre-échange. Et donc, pour montrer que le Rwanda a toujours été positif par rapport à l'importance et aux avantages de cette zone de libre-échange, mais aussi nous avons comme gouvernement fait des efforts pour montrer que nous sommes très ouverts. Je pense que tout le monde qui est venu ici, vous avez vu comment le problème de visa est réglé quand vous venez au Rwanda. C'est parce que nous pensons, en tant que gouvernement, que le mouvement des personnes, le libre mouvement des personnes est très important pour les affaires. Donc c'est comme ça que le gouvernement du Rwanda a décidé de faciliter tout ce qui est visa à l'entrée du Rwanda et supprimer même le visa pour beaucoup de pays et beaucoup de pays pour beaucoup de pays ou pour beaucoup d'organisations de coopération dans lesquelles nous sommes membres. Donc pour nous, d'abord, nous soutenons ça parce que nous sommes un pays enclavé, bien sûr, mais nous pensons que tous les pays devraient signer et faire ce qu'ils ont
ils ont décidé de faire. Parce que quand on a commencé la négociation, la discussion par rapport à la zone de libre-échange, il y avait beaucoup de pays qui étaient positifs, qui montraient que c'était important pour eux. Mais quand on commence à mettre en pratique, je pense qu'il y en a qui viennent en ralenti, je pourrais dire. Donc, pour nous, on est convaincus que c'est une chose très, très importante. On y est, on s'y est mis, on a mis en place nos stratégies et on a commencé même à ouvrir nos portes à nos amis, à nos frères et sœurs africains. Merci. Au titre de la Côte d'Ivoire, je voudrais être un pays d'intégration. Deux éléments à connaître. 25% de la population ivoirienne est d'origine immigrée. 25%, c'est le taux le plus élevé en Afrique et peut-être même dans le monde. Donc la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. C'est pourquoi nous attendons que les investisseurs viennent en grand nombre en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'auront pas de soucis d'intégration. Nous sommes habitués à vivre avec les autres. La deuxième chose, le parcours historique de l'immigration en Côte d'Ivoire met en évidence que dès l'origine des indépendances, le président Houphouët avait créé le Conseil de l'Entente qui regroupait le Togo, le Bénin, d'autres pays pour qu'il y ait une fraternisation des rapports entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a encouragé la création de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA, et la Côte d'Ivoire a encouragé la création de la CEDEAO. Donc nous sommes dans une cadence d'intégration. Par conséquent, la zone de libre-échange pour nous vient naturellement pour couronner le système d'intégration dont la Côte d'Ivoire se veut l'un des pays champions. Mais pour réussir cela, il nous faut remplir un certain nombre de conditions. La première condition, c'est la compétitivité de nos industries et de notre économie, pour que nos produits qui seront exposés, qui seront mis sur le marché, soient des produits attractifs. La deuxième condition, c'est la communication entre les différents pays. Par exemple, il faudrait qu'à terme, on puisse aller d'Abidjan à Alger, d'Abidjan à Dakar sans problème par la route, d'Abidjan au Caire par la route, et du Caire en Afrique du Sud à Pretoria sans problème. Donc, il nous faut développer les infrastructures routières et les infrastructures de communication aérienne. Donc, il faut penser à une perspective où cela nous est facilité. Ensuite, l'autre des conditions, c'est la convergence des critères de nos économies. Si nous avons une trop grande disparité dans nos économies, la zone de libre-échange va poser beaucoup d'handicaps et ne va pas permettre aux Africains de tirer le bénéfice auquel nous expose cette possibilité qui nous est largement offerte par la nature. C'est pourquoi je peux dire qu'au niveau ivoirien, la zone de libre-échange est une chance pour l'Afrique, mais il faut savoir la saisir en s'imposant une discipline dans laquelle nous allons remplir les conditions qui vont favoriser ce libre-échange. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. La zone de libre-échange économique est parce que sinon, c'est comme si ce pays, économiquement, risque d'être tout à fait englouti ou inexistant. Mon pays, la Guinée, a un déficit au point de vue des infrastructures. C'est la raison pour laquelle, ces 3 dernières années, l'objectif principal, c'est de développer des infrastructures, les routes, les chemins de fer, la digitalisation et l'ouverture tout azimut du pays vers les autres. Les avantages comparatifs constituent des données qu'il faut que chaque pays développe ces avantages comparatifs. La Guinée est un pays, au point de vue des potentialités minières, très importante, au point de vue de l'hydroélectricité en termes de potentiel très important, au point de vue de l'agriculture, nous avons des atouts, et il y a un autre atout également qui est son peuplement, qui se retrouve à travers une diaspora un peu partout à travers le monde,
qui constitue de ce point de vue un levier extraordinaire qui est encore sous-utilisé pour permettre à ce que la Guinée, très rapidement, puisse se remettre à la page en termes de know-how, en termes de capital technique qui va être présent. D'où le fait qu'aujourd'hui, le transguinéen par le Simandou, l'actualisation par l'exploitation de minerais de fer, Alteo, une raffinerie de bauxite du côté de Kamsar avec un chantier industriel qui va se mettre dans cette zone et une volonté de développer l'agriculture pour qu'à moyen terme, nous sortions de cette dépendance en termes des aliments de base, tout cela indique un grand potentiel. Nous ne voyons pas cette zone de libre économique au niveau continental comme un handicap, mais tout simplement comme une volonté de renforcer la complémentarité entre les économies de la région. Et le peuplement, la démographie de plus en plus croissante indique qu'il faut un marché, des marchés qui peuvent amener les capitales privées à s'installer là où ils peuvent faire des bénéfices, là où ils peuvent faire des profits. Donc, nous sommes en phase avec le développement de cette zone de libre économique sur le plan continental. De l'autre côté également, c'est l'économie qui peut permettre de consolider des ambitions politiques. Nous avons un bassin de fer du côté du sud, le Simandou, Forécaria, Farana, à côté des pays comme le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Nous devons avoir des dynamiques de coopération, d'exploitation en commun de nos gisements pour qu'il y ait une intégration effective par le capital, par cette exploitation minière avec les pays limitrophes. Et je pense que de ce point de vue-là, ça permettra d'élargir une coprospérité. Du côté du nord, avec la bauxite, le gaz du Sénégal seront des sources potentielles d'intégration par les besoins des industriels pour que nos économies soient complémentaires et non pas des économies rivales. Donc la perspective du futur, ce sera une plus grande implication des économies avec un secteur privé beaucoup plus local, internationalisé ou africain. Par exemple, je prends le secteur bancaire. Les banques, la plupart des banques en Guinée, il y a des capitaux nigérians, il y a des capitaux burkinabés. Donc un processus est en marche. Et ce processus ne fera que se renforcer dans le plus grand intérêt d'un essor économique qui permettra à la zone de libre économique et d'échange de contribuer au raffermissement de l'intégration aussi bien politique qu'économique de nos pays. Merci beaucoup. Je crois que c'est en train de faire école. Écoutez, moi je pense que je suis optimiste. Nous sommes sur la bonne voie. La voie des réformes. Nous sommes en train d'accélérer la digitalisation de tout le pays. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une forte préoccupation avec l'éducation et la jeunesse. Il nous faut sérieusement miser sur l'éducation, sur la formation. La digitalisation va nous aider aussi à accélérer sur ce secteur. Et je pense aussi que il y a un problème d'urgence. Il y a un problème d'urgence que si nous n'arrivons pas à résoudre, nous allons peut-être avoir toute une série de ruptures. Il y a la question climatique. Il faut réagir. Il ne faut pas attendre que dans les grands forums et les belles annonces, nous puissions
récolter des fonds. Il faut faire aussi nous-mêmes le travail. Il faut préserver, il faut éduquer, il faut trouver des solutions de financement innovantes. Nous avons fait une conférence sur l'île de Principe sur les financements innovants en matière de biodiversité. Par conséquent, je crois que si nous avons ce souci d'urgence, de passer au concret, de cesser de faire de beaux discours et vraiment de mettre la machine en marche, en prenant compte de cette jeunesse qui a besoin d'être préparée et qui est, comme on dit, un dividende extraordinaire, le futur ne peut être que positif. C'est pas un slogan, mais nous sommes le continent, effectivement, de l'avenir. Mais alors, si vous me demandez il est où le problème, je vous dirais que le problème... Comme c'est censé être concis, ça va prendre du temps. Non. Mais je vous dirais que le problème, il est politique. Il est politique. Pas de stabilité, conflit entre les États, pas de démocratie, et c'est ce qu'il faut vraiment régler. Je sais que c'est pas facile, mais il faut qu'on sache que le problème, il est là. Merci. Vous avez posé la question comment est-ce que je vois mon pays dans le futur, dans 10 ans, dans les 10 prochaines années. Je suis aussi très optimiste, bien sûr, mais je vais commencer à parler un peu du continent en général. Nous parlons toujours du continent qui a 1,4 milliard de marchés, mais là on compte seulement la population du continent africain. Mais pour que la population soit un vrai marché, il faut que cette population ait un pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a une grande question que nous devons nous poser en tant que leaders. Comment est-ce que nous faisons à ce que notre population ait un pouvoir d'achat? Comme ça, tout ce que nous produisons, que notre population ait la capacité d'acheter ce que nous produisons. Et c'est ça qui va être aussi un facteur essentiel dans cette zone de libre-échange dont nous parlons. Maintenant, si je parle de mon pays, récemment, il y a quelques années, on a fait une évaluation avec la Banque mondiale parce qu'on voyait que la croissance économique du Rwanda était vraiment soutenue avec une moyenne de 8%, presque chaque année pendant les 15 dernières années. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui va être finalement the future driver? Qu'est-ce qui va diriger notre économie, notre croissance économique, si je veux dire ça comme ça? Avec cette évaluation, on a trouvé que le capital humain devient quelque chose de très important. Et nous sommes un pays de 13 millions de personnes maintenant. Avec 3 500 000 sont les jeunes qui sont sur le banc de l'école, du primaire à l'université. Donc c'est une population éduquée. Et moi, je suis très optimiste que cette population, on va continuer à l'éduquer. Et d'ici 10 ans, le Rwanda sera un pays avec une population bien éduquée, avec un revenu qui leur permet d'acheter les produits qui seront sur le marché. Et puis, j'ai vraiment aussi l'espoir, et je suis très optimiste, que le pays va continuer à se développer, parce que là où nous étions il y a 20 ans, et là où nous sommes aujourd'hui, je pense que tout le monde peut voir le progrès qui a été réalisé. Et maintenant, moi, je peux vous dire que le progrès ne va qu'être exponentiel maintenant. Donc ça, c'est mon optimisme dont j'exprime. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour ça que je l'ai posé. C'est pourquoi je voulais m'aventurer à le réaliser. Dans une dizaine d'années, je verrai bien mon pays et beaucoup de pays africains avec des taux de croissance à 2 chiffres. Parce qu'on aura maîtrisé l'agriculture, l'agro-industrie, et on aura maîtrisé la mise en valeur de nos richesses minières. Je verrais bien que le taux de pauvreté descende à moins de 5% dans tous les pays et que le taux d'inflation ne dépasse pas 1% dans nos économies. C'est un gage qu'il faut réussir à maîtriser. Je verrais bien l'équilibre budgétaire pour éviter les déficits budgétaires. Actuellement, dans certains pays, c'est de 2%, dans d'autres, c'est 4%, dans d'autres, c'est 5%. Mais on atteindrait un équilibre
parfait, mais surtout, le revenu par tête d'habitant serait d'au moins 10 à 15 000 $, ce qui donnerait dans nos pays des conditions de vie bien meilleures, une démocratie renforcée et des inégalités sociales maîtrisées, mais surtout la sécurité pour nos concitoyens, parce qu'à cause de la démocratie, il y a beaucoup d'insécurité, les occasions de... À cause de la politique, pas de la démocratie. La démocratie que nous recherchons, qui est mal comprise, crée souvent de l'insécurité dans nos pays, mais je verrais bien que dans nos pays, il y a la sécurité et la démocratie renforcée, mais surtout des champions nationaux qui travailleraient avec des grandes compagnies internationales pour faire de nos pays de vrais Eldorado. Nos concitoyens seraient admirés, respectés, des citoyens du monde. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Souhaitons-le. Merci beaucoup. Je crois que les 10 prochaines années de la Guinée ont déjà commencé. À partir de l'année prochaine, avec l'aide de Dieu, bien entendu, les revenus miniers tirés simplement du Simandou permettront en moyenne un revenu pour l'État de l'ordre de 1,5 à 2 milliards de dollars par an. C'est un atout très important dans le contexte actuel. Et à partir de cet atout, de ce revenu, 20% de ce revenu seront consacrés uniquement pour le développement du capital humain en ce qui concerne l'éducation de manière générale. Donc, cela veut dire que dans les 10 prochaines années, en plus du Simandou, en plus de l'exploitation des autres minerais de fer, la transformation sur le plan local de certains de nos minerais avec les raffineries de bauxite qui permettront de faire émerger d'autres ressources qui ne sont pas simplement l'alumine, mais qui peuvent être le gallium, qui sont des denrées, des minéraux extrêmement recherchés pour l'industrie actuelle, avec la possibilité d'aller jusqu'à la raffinerie d'aluminium pour faire de la bauxite ce que le pétrole est pour l'Arabie saoudite. Pour la Guinée, les perspectives sont très intéressantes. Je ne parlerai pas de l'agriculture, qui est un facteur de cohésion et de stabilisation de la société. Les 10 prochaines années de la Guinée feront émerger un grand pays, économiquement fort, politiquement stable, avec une société réconciliée et qui pourra, par ce biais-là, contribuer à la stabilisation des économies de l'intérieur du continent, notamment les pays du Sahel, qui ont besoin d'avoir des références, des pôles d'attraction pour que la pauvreté s'éloigne et que les jeunes de l'Ouest africain, pour ne parler que d'eux, puissent savoir que dans leur propre pays, il y a un espoir. Les 10 prochaines années de la Guinée permettront de faire émerger un pays que, dans les années 1950, on disait que la Guinée est partie pour être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Je regarde mon voisin de trotte. mais je pense que les 10 prochaines années, si nous travaillons bien, permettront l'élargissement d'une coprospérité entre différents pays que je ne citerai pas pour ne pas faire de jaloux. Merci beaucoup.